Trois sujets cette semaine dans Info Hebdo. Le nouveau lotissement à Reichshoffen, le nettoyage des canalisations de la cure thermale de Niederbronn-les-Bains et tout de suite l'exposition de Dietrich Bugatti. C'est à l'hôtel du département de Strasbourg qu'une exposition Bugatti et Matisse est inaugurée. L'exposition, c'est un projet essentiellement mis sur pied par le Conseil général, l'association de Dietrich, l'association Matisse, l'association Bugatti. Et en fait, c'est le fruit d'un long travail de reconstitution, de travail autour d'un modèle de voiture pour retracer d'une part le passé historique de la région en ce qui concerne des inventeurs, Bugatti, Matisse, et leurs liens avec différentes entreprises, dont l'entreprise de Dietrich. Et c'est en fait aussi pour revaloriser et mettre en valeur le patrimoine industriel historique, et puis peut-être donner le goût de l'aventure industrielle aussi aux générations un peu plus jeunes. Et ben oui, malheureusement, avec un travail énorme qui a été fourni et des gens qui ont travaillé pendant des mois et des mois, la voiture qui devait arriver en Alsace hier depuis l'Angleterre, lors de son transport, a été volée en Angleterre. Et les derniers contacts avec la police font état de nouvelles optimistes qu'on retrouvera la voiture. Ceci dit, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on n'en sait rien. Et c'est un peu regrettable de voir tant d'années d'efforts et de travail et en plus aussi toute la bonne volonté qu'ont mis beaucoup de gens et le soutien du Conseil général ne pas être concrétisé aujourd'hui par la voiture. La société d'aménagement et de promotion immobilière Espace Habitat réalise un nouveau lotissement à Reichshoffen. Baptisé le Champ de la Chapelle, il se situe entre le faubourg de Niederbronn et la rue des Cigognes. Sur cette friche industrielle, on pouvait trouver encore récemment l'ancienne scierie Aubert. La cheminée de cet atelier a plus de 100 ans. La régie d'électricité participe à sa destruction en prêtant son camion nacelle. L'aménagement du site permettra de disposer dans cet espace 22 terrains de construction de 600 m² en moyenne. Reichshoffen pourra ainsi accueillir de nouveaux habitants. Juste avant la réouverture de la cure thermale, une entreprise de Durenbach vient réaliser des travaux de nettoyage sur le circuit d'eau. Il s'agit de nettoyer, détartrer et désinfecter les conduits d'alimentation en eau thermale des deux établissements de Niederbronn-les-Bains. Des techniques modernes sont employées. Une caméra numérique passe avant et après le nettoyage. Il s'agit d'une intervention de prévention, c'est une procédure normale. Les conduites d'eau en grès datent de 1952 et 1968. Elles apparaissent comme étanches à 100%. L'eau utilisée pour les soins thermaux en 2004 devrait donc être aussi saine que les années passées. Nature et histoire dans ce numéro de Mac 3V, les oiseaux suivis des bornes historiques. Alors pourquoi s'intéresser aux oiseaux durant la période hivernale? Il y a plusieurs raisons. La première, la plus évidente, c'est qu'on peut les voir de tout près, en les attirant bien sûr avec des graines, de la graisse, des fruits, des pommes par exemple,
On peut ainsi attirer une bonne trentaine d'espèces chez nous. J'ai un ami photographe qui en a attiré, lui c'est sa spécialité plus ou moins, il attend l'hiver pour faire des photos d'oiseaux. Il en a attiré, c'est un collectionneur également, 46 espèces différentes. Mais dans les vergers, en bordure des forêts, chez nous, on peut en faire une bonne trentaine. Et si on fait attention, sur les rebords des fenêtres, ils aiment bien venir, se réchauffer, ils sortent de la forêt, et puis ils viennent chez nous, sur le bord de la fenêtre, une bonne vingtaine, sans problème. Le plaisir qu'on a à nourrir les oiseaux, et j'en verrai plutôt trois. Bien sûr, le plaisir de les voir de tout près, le plaisir de les nourrir, parce que c'est quand même quelque chose d'original. En été, ils ne viennent pas, alors qu'en hiver, ils se rapprochent tout près de la maison. Et pour le photographe, le plaisir de les voir pratiquement à travers une optique, c'est-à-dire une loupe. Et on les voit ainsi de tout près. Et on peut voir les détails de chaque plume, le détail du fond de l'œil, le bec. Enfin, c'est vraiment un plaisir de les voir communiquer entre eux et de se nourrir en faisant la queue, en faisant la politesse l'un à l'autre. Ceux qui sont plus agressifs, ceux qui sont plus courtois, on voit un peu comment évoluent les oiseaux entre eux. Alors ça fait une bonne dizaine d'années que j'observe toujours au même endroit la fréquentation à la mangeoire, en utilisant donc les graines, la graisse et les pommes, et on se rend compte premièrement d'une diminution d'oiseaux. Ça c'est indéniable. Il y a des espèces qui sont beaucoup moins fréquentes, notamment les grands oiseaux, les bouvreuils. Les mésanges sont toujours là. Et selon les années, on n'a pas les mêmes oiseaux qui viennent. Il y a des années, on a la chance parfois de voir du jaseur boréal qui profite donc de la clémence de notre climat chez nous, alors que dans le nord, il fait très froid. Si dans le nord de l'Allemagne ou de la Suède, il fait moins froid, il reste plutôt là-haut. On a des invasions parfois des tourneaux également. Cette année, j'en ai vu aucun. On a parfois des invasions de tourterelles. Cette année, j'en ai vu aucune. Parfois des invasions de grives, notamment la grive litorne qui adore les pommes. Quand il n'y a pas beaucoup de pommes dans les vergers, on voit très peu de grives. Donc tout ça, au fil des ans, change. La reine des mangeoires au niveau des oiseaux, c'est incontestablement la mésange. Alors des mésanges, déjà il y en a plusieurs. La mésange charbonnière, la mésange bleue, la mésange boréale, la mésange nonnette, la mésange à longue queue, la mésange huppée, la mésange noire, et j'en passe, rien que pour le cortège des mésanges. Ensuite, bien sûr, dès qu'un gros bec arrive, il se prend la place, il s'octroie toute la nourriture, et les mésanges n'ont plus qu'à aller voir ailleurs ou à attendre. Et de temps en temps, bien sûr, il faut qu'ils s'envolent également, surtout quand un rapace qui se nourrit des oiseaux, attiré par la foule, vient également au garde-manger. Alors la plupart des oiseaux nichent dans nos forêts, mais en hiver, il faut savoir également qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui hivernent chez nous. C'est le cas du tarin des aulnes, ce petit oiseau jaune, c'est le cas du pinson du Nord, qui passent l'hiver chez nous et profitent donc de nos mangeoires. Et surtout, bien sûr, des faînes de hêtre. C'est pour cette raison qu'ils sont venus chez nous. Dans les vergers, c'est là qu'on les retrouve le plus fréquemment, parce qu'ils ont les arbres pour se percher, ils ont l'espace pour voir venir les prédateurs. Dans la forêt, on ne trouve pratiquement plus rien. Trop près des habitations, ils sont toujours dérangés. Alors finalement, la quiétude, ils la trouvent dans les vergers. Alors si on place une mangeoire dans un verger, forcément, elle sera beaucoup utilisée et beaucoup fréquentée. Alors ces oiseaux, si on les retrouve autour de la mangeoire, certains vont nicher ensuite dans le verger, bien sûr, mais il faut savoir que les oiseaux sont cantonnés. Et pratiquement la plupart vont ensuite regagner le nord, regagner un territoire où ils seront maîtres chez eux et vont donc quitter le verger. Leur instinct grégaire, ils l'ont durant l'hiver pour chercher la nourriture, mais quand il s'agira ensuite de construire des nids et de nicher, ils se cantonneront dans un territoire bien donné, un milieu qui leur est propre et plus favorable.
On ne trouvera pas deux mésanges charbonnières nichant dans le même arbre. Ça, on ne trouvera pas. Donc chacune va se faire son territoire. Le mâle chantait et la femelle couvait, quoi, pondre ses œufs. Alors il y a un intérêt pour les nourrir, c'est sûr, le fait de les regarder, de voir leur balai durant tout l'hiver. Il y a l'intérêt de leur faire passer la mauvaise saison. Hein. Tout le monde n'est pas fourmi, certains sont cigales, donc si on les aide un peu à passer l'hiver, c'est bien. L'inconvénient, il y en a un aussi, c'est que tous ces rassemblements attirent les rapaces, mais également les oiseaux malades propagent aussi leurs microbes à ceux qui sont sains à la mangeoire. Et du fait, donc, il ne faut pas les nourrir toute l'année, tout le temps, parce que ça devient un milieu où les oiseaux peuvent également tomber malades. L'autre inconvénient de les nourrir trop longtemps, c'est également de les habituer trop à l'espace humain, et ensuite, quand le premier chat passe, l'oiseau se fait croquer immédiatement, quoi, hein. Donc il faut les nourrir durant l'hiver, surtout quand il fait très froid. Mais ensuite, les oiseaux, c'est quand même des animaux sauvages, des oiseaux sauvages. Il faut qu'ils se débrouillent par eux-mêmes. Alors cette fois-ci, nous n'allons pas vraiment parler de rochers, mais de ce qui peut découler de l'utilisation du grès, et en particulier donc cette fois-ci des bornes historiques. Elles sont encore assez répandues dans la région, et celles qu'on peut peut-être voir le plus souvent sont des bornes de Hanau-Lichtenberg, comme celle-ci. Elles ont été mises en place en 1606 et portent la datation de 1605, 1606 ou 1608. Alors bon, là, il y a une petite anecdote, c'est que lorsque la décision entre le duc de Lorraine et le comte de Hanau-Lichtenberg a été prise de s'arranger pour de nouvelles frontières, on a déjà à l'avance fait une grande partie de gravure sur ces bornes. Et on pensait que l'accord allait se faire en 1605 et finalement, bon, il s'est fait une année plus tard, donc en 1606. Il y a eu au début 174 bornes de ce type. Il y a seulement eu 59 de ces 74 bornes qui ont été gravées, donc qui ont été gravées au nom de Hanau, qui s'écrit d'ailleurs avec un W, donc c'est Hanau, et le blason donc, de ce comté, et qui représente les trois chevrons que l'on voit ici. De l'autre côté, nous avons la gravure de la Croix de Lorraine et la date de 1605, du moins pour cette borne. Ces bornes s'étendent sur une distance de 32 km entre Meisenthal et Raubwiller, en passant par donc Philippsbourg, Stürzelbronn, etc. La distance entre les bornes varie entre, disons, 150 et 250 mètres. Ces distances entre les toutes premières bornes étaient effectivement, curieusement calculées par rapport à quelque chose que les gens connaissaient bien à l'époque, c'est-à-dire la distance qui correspondait au tir d'un mousquet. Toutes les bornes historiques ne sont pas datées et ne portent pas de gravure. Les dates ne remontent d'ailleurs qu'au début du XVIe siècle. Et la borne que nous voyons ici, qui se trouve donc près de Rothbach, est probablement la plus ancienne de la région. Elle porte la date de 1532. Les bornes qui ont été mises en place par après, donc dans cette région de Rothbach, donnent aussi l'image de l'emblème de la commune, qui est une roue. L'emblème que l'on peut voir au haut de la pierre représenterait, d'après certains, un L et un O incrustés, ce qui voudrait dire qu'il s'agit là du duché de Lorraine. La deuxième borne, la plus ancienne, se trouve près d'Aufwiller. Elle date de 1598. Sur la partie supérieure, qui est malheureusement très érodée, se trouvait la gravure d'une serpette, la serpette qui est l'emblème d'Aufwiller. Au nord-est de Reichshoffen se trouvent quelques bornes datées de 1664. Attention, rien à voir avec la marque de bière. C'est l'année
où l'évêché de Strasbourg a revendu le fief de Reichshoffen au duc de Lorraine. L'évêché de Strasbourg possédait Reichshoffen depuis 1570. On voit d'ailleurs au haut le blason de l'évêché de Strasbourg. À l'origine, on indiquait les frontières en gravant une croix sur les pierres qui se trouvaient à cet emplacement. Et dans des temps encore plus reculés, eh bien, cette croix se gravait carrément sur des troncs d'arbres dont on enlevait l'écorce. Entre Gundershofen et Reichshofen se trouvent plusieurs bornes avec la croix de Lorraine. Pourquoi? Eh bien, à cette époque-là, donc en 1732, ce qui était inscrit sur la borne, le duc de Lorraine dut céder une partie de ses terres au roi de Pologne, mais il a gardé encore les terres de Reichshofen. Nous voici devant l'une des 7 bornes de Durkheim qui se trouve entre l'ouest du Garnfirst et le nord du Petit Wintersberg. Elle est reconnaissable par le blason de cette famille qui représente une lyre. Elles ne sont pas toutes de la même année, il y en a 3 qui sont de celle-ci, c'est-à-dire de 1733. 1733 était l'année où la moitié de Dambar a appartenu à l'abbaye de Sturzelbronn, alors que l'autre moitié, donc qui appartenait à la famille de Durkheim, faisait partie du fief de Schöneck, dont les de Durkheim étaient propriétaires. Toujours au nord du Petit Wintersberg, une des 7 bornes de Durkheim. Cette fois-ci, le blason est gravé de manière beaucoup plus fine. C'est que l'époque est aussi peut-être plus récente. En tout cas, la date, elle est de 1648, probablement en rapport avec la révolution de cette époque. Et elle n'est pas la seule, en plus qui a cette date, parce que les bornes qui sont gravées avec la date de 1648 sont extrêmement nombreuses dans la région. En 1761, l'empereur François Ier de la Maison de Lorraine vend ses terres de Reichshofen à Jean de Dietrich, qui fut anobli la même année par Louis XV. C'est alors qu'il mit en place les bornes de ce type tout autour de Reichshofen. Celle que nous voyons ici porte le symbole de la Maison de Dietrich avec le soleil à l'intérieur de laquelle on peut distinguer une figure humaine. Elle date de 1770. Comme vous pouvez le constater, cette borne est assez inclinée, donc on devine assez facilement le risque qu'elle puisse tomber et peut-être progressivement carrément disparaître. Et c'est d'ailleurs le problème de beaucoup de bornes. Soit que, en raison de leur emplacement, disons facilement repérable ou alors accessible à l'aide d'un véhicule, il y en a qui disparaissent. D'autres sont abîmés par des travaux forestiers ou alors par l'entretien des bordures de route, comme c'est le cas des bornes toises de la région de Sturzelbronn.